Bienvenue au lycée Jean de La Fontaine. L'Office national des anciens combattants, plus couramment appelé ONAC, fut créé pendant la Première Guerre mondiale en 1916. La France s'était rendue compte de la nécessité d'accompagner les blessés et les mutilés, alors que la fin de la Grande Guerre n'était pas encore en vue. Elle terminera qu'en 1918. C'est dans le cadre de ce centenaire de l'ONAC que nous nous retrouvons aujourd'hui. Château-Thierry a été choisi pour accueillir la conférence sur la guerre d'Indochine. Toute la semaine, les élèves ont pu se rendre à l'exposition qui leur a permis de préparer cette conférence, et je voudrais remercier Patrick Monchicourt qui a guidé les élèves dans cette découverte de l'Indochine. Je pense que nous pouvons l'applaudir. Je souhaiterais également remercier les collègues de Lettres Histoire qui ont permis la participation, et les collègues de matière professionnelle également du lycée et des BTS, qui ont permis la participation et la venue des jeunes. La jeunesse est notre unique préoccupation et rencontrer l'histoire lui permet de s'élever. Celle que nos intervenants vont nous raconter aujourd'hui, l'histoire de l'Indochine, est assez souvent méconnue des Français. Bernard Fan est professeur honoraire de première supérieure au lycée Henri IV à Paris, un des plus prestigieux lycées français. Il est un spécialiste de la colonisation et de la décolonisation, auteur de nombreuses communications sur ce sujet. Georges Pottier est vétéran de la guerre d'Indochine. J'attirerai l'attention de notre jeune public sur le privilège qui lui est fait aujourd'hui. Monsieur Pottier, comme nombre de ses camarades, avait votre âge lorsqu'il s'est engagé en Indochine. Nous le savons tous, le temps efface la mémoire des témoins, et c'est une grande chance que de pouvoir le rencontrer aujourd'hui. Monsieur Pottier a fait 2 séjours en Indochine pendant la guerre, le premier dans un bataillon Thaï, le second fut beaucoup plus éprouvant. Cette conférence est enregistrée par le lycée Jean de La Fontaine et vous pourrez retrouver l'intégralité de son contenu sur la chaîne YouTube du lycée à l'adresse J de La Fontaine. Je laisse la parole à nos intervenants et je vous remercie. Moi, je vais porter le regard de l'historien, c'est-à-dire que la capitulation, pour moi, du camp retranché de Dien Bien Phu, c'est ma prise de conscience de ce qu'est la vie civique du pays et les drames qui peuvent affecter le pays. J'ai pas tout à fait 10 ans, mais presque à ce moment-là. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis intéressé à la vie de la France avant de me consacrer à l'enseignement de son histoire. Et M. Pottier, lui, l'a fait. Donc je vais m'intéresser à la place de la guerre d'Indochine dans l'histoire du monde, et plus spécialement dans celle de la France. Pourquoi la guerre éclate? Pourquoi la France n'aurait jamais dû y aller? Et pourquoi cette guerre, qui était censée préserver nos intérêts en Indochine, ou du moins une partie, va avoir pour résultat de tout nous faire perdre? Et à chaque fois que M. Pottier aura quelque chose qui pourra insérer dans mon propos illustrant sa participation à la guerre, je lui passerai la parole. Donc on va faire un exercice à 2 voix. Je partirai de 1919. La France est installée en Indochine sous le Second Empire, sans qu'en faire une colonie de peuplement, puisqu'il n'y aura jamais plus de 30-35 000 Européens en Indochine. C'est le chiffre qu'il représente en 1940. Il y a 30 milliers d'Européens pour 22 millions d'Anamites, comme on les appelle à l'époque. C'est-à-dire que c'est un encadrement très superficiel. C'est une colonie d'exploitation, mais dans laquelle la population européenne est extraordinairement minoritaire. Le pays est passé sous contrôle français tout simplement du fait du décalage de développement économique. L'Europe au XIXe siècle est en pleine expansion. Pendant la durée du XIXe siècle, la population européenne quadruple. Un petit groupe de puissances, celles qu'on appelle les puissances, sans même les nommer, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche-Hongrie, la Russie, de temps en temps on y rattache l'Empire ottoman, se partagent le monde, tout simplement parce qu'ils sont au plus haut niveau existant du développement scientifique, technique, économique, ce qui leur donne la puissance de s'installer un peu partout dans le monde. Pour autant, ils ne s'installent pas au Vietnam ou dans la péninsule indochinoise, qui comprend
différents protectorats et une colonie. Il y a le Vietnam divisé en trois, la colonie de Cochinchine, le protectorat d'Annam, le protectorat du Tonkin, mais vous avez tout ça sur les cartes de l'exposition, le Laos et le Cambodge, qui sont eux-mêmes deux protectorats, comme ils s'installent dans les boucles du Congo. L'Empire du Vietnam existe à l'époque où Charlemagne essaie péniblement de constituer le sien. Donc c'est un pays de vieille civilisation qui, tout de suite, dès l'installation française, vit assez mal de passer sous une tutelle étrangère. Mais globalement, après des soubresauts d'installation, la situation s'apaise et globalement l'Indochine apparaît comme un des fleurons de l'empire colonial. Un empire colonial devant lequel les Français se divisent en deux familles. Il y a ceux qui pensent que la France a bien fait d'aller s'installer en Indochine et qu'elle n'a rien à faire en Afrique. Il y a ceux qui pensent qu'elle n'aurait jamais dû aller en Asie et que son avenir colonial est en Afrique. Et vous aurez toujours ces deux familles qui se combattront. On pourra y revenir sur les difficultés que l'approbation des accords de Genève vaudront à François Mitterrand. Et la France arrive comme ça, en cheminant, en ayant développé ses intérêts en Indochine, à la Première Guerre mondiale, au terme de laquelle une association qui s'est fondée à Paris, pas très loin de la place d'Italie, dans l'impasse des Gobelins, remet au président Wilson un mémorandum, le mémorandum des Annamites, qui demande une transformation de la situation administrative de l'Indochine, que la population indochinoise des trois pays, Laos, Cambodge, Vietnam, mais les Vietnamiens sont très en flèche sur la revendication, et globalement, parler du Vietnam pour englober toute l'Indochine, ça n'est pas foncièrement inexact, espère beaucoup, compte tenu de la déclaration des 14 points de Wilson, qui contient les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, même si le texte ne s'adresse pas aux colonies, mais plutôt aux populations qui sont dans l'Empire austro-hongrois. Donc, une grande partie des leaders nationalistes du Vietnam espèrent pouvoir obtenir des modifications dans l'administration de leur pays. La France répondra par une fin de non-recevoir. Globalement, les années 20 n'en souffrent pas. Il n'y a pas véritablement d'agitation gravissime. Il y a une petite agitation nationaliste, mais qui ne prend pas de proportions extraordinaires. Les choses se corsent avec les années 30. Avec la crise économique, avec les promesses du Front populaire qui ne sont pas tenues, les années 30 se terminent dans une situation d'extrême tension, avec, à l'intérieur de la société d'Indochine, dans les milieux nationalistes, une agitation extrêmement forte qui, d'abord, pendant 2 ans, au milieu des années 30, fait que le Parti communiste indochinois réussit à prendre le contrôle de 2 provinces, ce qu'on appelle les soviets d'Unguétine, et qui échappe totalement à l'autorité française et dans laquelle il y a des règlements de compte entre grands propriétaires et le Parti communiste qui sont extrêmement durs, avec des hommes qui sont assassinés. Et surtout, à la veille de la guerre, on pressent plus ou moins dans l'opinion publique que cette guerre qui semble se dessiner, se préparer et avancer pourrait mettre en jeu le Japon. Et il y a à l'intérieur de l'Indochine française 2 groupes, les Oahu et les Kaodaïstes, on dit en général 2 sectes, sous la plume des auteurs qui ont travaillé là-dessus, qui ne cachent pas ouvertement qu'ils souhaitent la victoire du Japon pour pouvoir se débarrasser de la tutelle française. De sorte que le gouvernement, qui n'a pas les moyens d'installer en Indochine des forces relativement importantes, il a déjà suffisamment de mal à pouvoir espérer tenir la sécurité de la France. Je vous rappelle que les 5 années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale sont démographiquement déficitaires, c'est-à-dire que nous avons plus de décès que nous n'avons de naissances, et nous sommes toujours au niveau de population du lendemain de Waterloo. Car je disais il y a un instant que la population de l'Europe a quadruplé au XIXe siècle. Il n'y a que la France qui est restée à un niveau égal. Nous sommes frappés d'asthénie démographique de 1815 à 1942. 36 millions d'habitants, on n'en sort pas. La défaite française conduit immédiatement le Japon, qui est installé en Chine depuis 1937. La Seconde Guerre mondiale commence en Asie en 1937 avec l'agression japonaise contre la Chine,
à mettre la main sur l'Indochine et à imposer à l'amiral Decoux ce que les Allemands ont imposé à Pétain. Vous administrez l'Indochine, disent-ils à Decoux. Nous utilisons librement les installations aéroportuaires et toutes les infrastructures dont nous avons besoin, ce qui laisse à l'administration française tout ce qui est désagréable. Tout ce que les Japonais vont exiger, ce sont les Français qui vont devoir l'imposer à la situation de l'Indochine, sans avoir à en encaisser l'impopularité, puisque ce seront des décisions françaises et non pas japonaises. Et la guerre dure, Decoux fait ce qu'il peut, c'est-à-dire essaie de limiter au maximum les difficultés, mais la situation est extraordinairement compliquée. Et le 9 mars 1945, les Japonais décident de mettre en état d'arrestation les militaires, les fonctionnaires français. Tous ceux qui refusent ou qui résistent sont purement et simplement tués. Il n'y a que le général Alessandri qui réussira, après une véritable anabase, à emmener quelques dizaines de milliers d'hommes en Chine, mais ça va être un véritable exploit que ses collègues ont trouvé proprement extraordinaire. Et donc, entre mars 1945 et la fin de la guerre, l'autorité française a disparu. Le Japon propose aux Vietnamiens de prendre la direction de leur État. Avec beaucoup d'habileté, Ho Chi Minh ne réagit pas, car tenir son pouvoir des Japonais, c'est quelque chose qui sera difficile à gérer. Bao Dai, infiniment moins adroit, abdique le lendemain du coup japonais et prétend remettre son pouvoir impérial à la disposition de Ho Chi Minh, qui n'y répondra que quelques mois plus tard. Et donc, dans cette période de véritable anarchie, le pouvoir du Viet Minh s'installe sur à peu près la presque totalité du territoire vietnamien. Dans le même temps, la guerre continue, et la direction de la guerre, elle est états-unienne. Et les États-Unis ont décidé que la France ne reviendrait pas en Indochine. Je ne vous lirai pas beaucoup de textes, mais il y en a un que je veux absolument vous lire. C'est la note du président Roosevelt adressée à Cordell Hull le 2 janvier 1944. J'ai vu Halifax la semaine dernière et je lui dis en toute franchise qu'il était parfaitement vrai que depuis plus d'un an, j'exprime l'opinion que l'Indochine ne devrait pas retomber sous la domination de la France, mais qu'elle devrait être mise sous tutelle d'une commission internationale. Il y a presque 100 ans que la France exerce son empire sur ce pays. 30 millions de gens dont le sort est pire maintenant qu'au début. Vous serez intéressé de savoir que cette opinion a le soutien total du généralissime Chiang Kai-shek et du maréchal Staline. Je ne vois pas pourquoi nous entrerions dans le jeu du Foreign Office dans cette affaire. La seule raison pour laquelle ils semblent y être opposés, c'est qu'ils craignent les conséquences que cela pourrait entraîner dans leur propre possession et dans celle des Hollandais. Ils n'ont jamais aimé cette idée de commission internationale parce que, dans certains cas, cela vise à préparer l'indépendance. Tel est bien le but en ce qui concerne l'Indochine. Chaque cas doit bien sûr être réglé séparément, mais celui de l'Indochine est parfaitement clair. Il y a 100 ans que la France saigne ce pays. Le peuple d'Indochine mérite un sort plus enviable. Or, il ne vous échappe pas que, aussi bien en janvier 1944 qu'au courant de l'été 1945, la France fait ce que les États-Unis veulent bien lui laisser faire. Et par conséquent, à la conférence de Potsdam, les Alliés décident qu'en Indochine, on va couper le territoire en deux de part et d'autre du 17e parallèle. Au nord, les Chinois désarmeront les Japonais. Au sud, les Anglais désarmeront les Japonais. De retour de la France en Indochine, point. Ce qui va faire changer légèrement l'attitude des États-Unis, c'est que, après la mort de Roosevelt et l'arrivée de Truman à la succession, puisque vous savez qu'en cas de disparition d'un président, on ne procède pas à des élections aux États-Unis, mais c'est son vice-président qui exerce le pouvoir pour la totalité de la fin du mandat, on commence à se poser des questions sur les liens qui peuvent exister entre Ho Chi Minh et le mouvement communiste. Et non pas les promesses, mais les espérances que Roosevelt avait données à Ho Chi Minh de soutenir sa volonté d'obtenir l'indépendance du Vietnam
et de faire en sorte que la France ne revienne pas, commence à laisser la place à un doute. Est-ce que Ho Chi Minh ne serait pas excessivement lié au mouvement communiste? Est-ce qu'il est raisonnable de laisser ces liens se renforcer, de laisser, en installant Ho Chi Minh à la tête de l'Indochine, la possibilité pour l'URSS de prendre pied en Asie du Sud-Est? Et par conséquent, on commence à devenir un petit peu réticent à l'idée de l'aider. Et les États-Unis, qui très vite vont savoir ce que Français et Anglais trament dans leur dos, vont laisser faire, en considérant qu'après tout, il vaut mieux essayer d'avoir quelques indices supplémentaires avant d'arrêter une position. Et les Anglais vont nous aider à nous substituer aux Chinois et à eux pour désarmer les Japonais. Nous substituer à eux, ça n'est pas très difficile. Les Anglais ont de grosses difficultés économiques au sortir de la guerre. N'oubliez pas que pendant 1 an, ils ont été seuls à tenir tête aux Allemands, avant d'être rejoints par l'armée rouge, puis par les États-Unis. Ils sortent de la Seconde Guerre mondiale à peu près dans le même état d'affaiblissement financier que la France est sortie de la Première. Donc ils ont beaucoup de choses à reconstruire pour pouvoir continuer à tenir leur rang dans le monde. L'idée de ne pas avoir en charge le désarmement des Japonais au sud de l'Indochine française, c'est autant d'argent d'économiser, et par conséquent, c'est toujours bon à prendre. Donc nous laisser leur zone, pas de problème. Comment se débarrasser des Chinois? Les Vietnamiens n'ont jamais aimé les Chinois. Ils ont été soumis à l'influence chinoise pendant suffisamment de siècles pour savoir que c'est un voisin un peu difficile. Et ils ne tiennent pas spécialement à voir les Chinois s'installer au Vietnam Nord. D'autant que pour les désarmer les Japonais, ils s'aperçoivent que les Chinois ont prévu des effectifs qui sont véritablement surabondants. Or, la France a dans sa manche une carte à jouer. Elle a obtenu au XIXe siècle de la Chine, par ce que les Chinois appellent les traités inégaux, qui étaient de Tientsin et un certain nombre d'autres, toute une série d'avantages en Chine, le privilège d'exterritorialité, des territoires à bail, toute une série d'exemptions de taxes. La France dit aux Chinois, voilà, je renonce à tous les avantages que j'ai obtenus sur le territoire chinois par les traités inégaux du XIXe. En contrepartie, vous abandonnez la mission de désarmer les Japonais sur le territoire de l'Indochine française. Et c'est le traité qui est signé entre Paris et le gouvernement de Chiang Kai-shek. Par conséquent, la France se retrouve d'une certaine manière contre la volonté des États-Unis, mais qui ne cherchent pas à imposer leur point de vue, habilitée à revenir sur une péninsule indo-chinoise dans laquelle elle n'a rigoureusement plus aucun pouvoir installé. Leclerc reçoit donc l'ordre de De Gaulle de prendre la terre du corps expéditionnaire en Extrême-Orient pour aller rétablir l'autorité française en Indochine. Mais dans cette Indochine, et surtout au Vietnam, l'autorité est exercée en grande partie par le Viet Minh. Donc, il faut essayer d'obtenir, à moins de se lancer à nouveau dans une guerre que la France est rigoureusement incapable de mener avec ses seules ressources, et dont il n'est pas certain que les États-Unis lui donneront les moyens, dans une négociation qui aboutit au mois de mars 1946 aux accords Saint-Denis-Ho Chi Minh, par lesquels la France reconnaît le Vietnam comme un État indépendant, traduction des Vietnamiens du mot DOCLAP. Les Français traduisent autonome. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est pas très éloigné. On peut donc peut-être espérer rapprocher les points de vue. Lequel État, qu'il soit autonome ou indépendant, fera partie de l'Union française qui est projetée. Car, revenons sur un dernier paramètre en revenant en métropole, nous sommes au sortir de la Seconde Guerre mondiale. 2 millions de prisonniers dans les camps d'internement du Troisième Reich. Des centaines de milliers de personnes dont on ne sait pas s'ils sont toujours vivants, s'ils ont été exécutés en crématoire ou s'ils sont en train de mourir dans un coin d'un camp de concentration. Un pays qui est littéralement détruit. Un pays qui est véritablement à genoux.
et qui décide, après le vote de décembre 1945, de se lancer dans une reconstruction politique, puisqu'on a fait le choix de doter la France d'une nouvelle constitution, de devoir redresser son économie et de reconstruire sa vie politique. Je vous ai dit tout à l'heure, il n'y avait que 30 000 Européens, pas tous français, mais 30 000 Européens en Indochine. La plupart des Français, à l'époque, on est très intransigeants sur l'apprentissage de la géographie, qu'on apprend par cœur et dont on doit pouvoir localiser les lieux sur une carte. Combien de Français, tout de même, connaissent un peu ce que représente l'Indochine? Honnêtement, si vous me passez l'expression, tout le monde s'en fout. On a des choses plus importantes. Quand votre mari est peut-être prisonnier encore quelque part en Prusse orientale, quand votre parrain est peut-être mort ou encore en camp de concentration, qu'est-ce que c'est que ces relations avec un État souverain et autonome dont il vient quoi? Du riz, quelques pièces de soie. Il y a véritablement des choses infiniment plus importantes. Enfin, la majorité politique comporte un parti qui est à l'époque le premier parti de France. Aux élections législatives qui vont suivre, il va quand même ramasser 26% des suffrages exprimés, qui est le Parti communiste, qui est donc acquis aux thèses de Staline, qui soutient Roosevelt. La France ne revient pas en Indochine. C'est-à-dire que Leclerc part avec l'ordre de conduire un corps expéditionnaire, mais on lui dit surtout soyez prudent. Hein. On ne sait pas jusqu'où on sera capable d'aller. Regardez les moyens que vous avez. Si vous vous reportez au très beau mémorial sur l'Indochine que mon camarade Guy Leonetti vient d'écrire, vous verrez qu'à l'intérieur même de l'armée française, on ne cède pas beaucoup. Quand le corps expéditionnaire demande à la première armée de Delattre de lui donner un peu du matériel dont elle dispose, la réponse est niette. Même pas une paire de lacets entre soldats français. Donc vous partez pas avec les meilleures chances de votre côté. Mais en même temps que Leclerc part à la tête du corps expéditionnaire, De Gaulle l'envoie d'Argentlieu. Alors d'Argentlieu, c'est un officier de marine d'un type un peu spécial. Le contre-amiral Thierry d'Argentlieu est en même temps le père Louis de la Trinité, c'est un carme des chauds. Les amiraux ont toujours considéré qu'en Indochine, ils étaient chez eux. Et l'Église est très attachée à la défense de la communauté catholique des Vietnamiens qui se sont convertis au christianisme. Il va donc y avoir dans une guerre froide naissante un paramètre supplémentaire à ajouter. D'Argentlieu est parti avec comme tout viatique défendre les intérêts français. Ça veut dire quoi? Jusqu'où? Avec un gouvernement provisoire extraordinairement fragile qui se moque éperdument des problèmes d'Indochine. De Gaulle part en janvier 1946 et ce sont ses successeurs qui dirigent le gouvernement sans forcément partager les points de vue que pouvait avoir Charles le Seul. Donc, les affaires se mettent en route. Après le compromis boiteux de mars 1946, on décide de se revoir en septembre. Ho Chi Minh fait donc le voyage en septembre. Manque de chance, quand il arrive en septembre à Paris, le gouvernement vient de tomber. Vous savez que sous la 4e République, ça arrive, pas aussi fréquemment qu'on veut bien le dire, la 4e République mérite mieux que la réputation qu'elle a, mais c'est vrai que ça n'est pas un régime extraordinairement stable. Or, il y a un principe en droit politique français, un gouvernement qui vient d'être renversé ne peut prendre aucune décision. Selon la formule consacrée, il expédie les affaires courantes. Donc on dit à Ho Chi Minh, ça ne vous dérange pas, on va vous envoyer au Pays Basque faire un peu de tourisme, le temps qu'on ait un gouvernement qui soit en mesure de prendre des décisions et de pouvoir négocier avec vous. Ho Chi Minh est très francophile. On a une lettre de lui au lendemain de la capitulation du camp de Dien Bien Phu qui dit « Je pense que ce sera impossible, ce serait de toute façon très difficile, mais je souhaiterais que nous continuions à travailler ensemble. » C'est évident que le gouvernement français n'a donné aucune réponse à cette lettre. Mais il a dans son entourage un certain nombre de ses collaborateurs qui disent « Les Français nous baladent, ils amusent le tapis et ils essayent de gagner du temps,
Ils cherchent à reprendre le contrôle de l'Indochine et quand ils auront repris le contrôle, ils se retourneront contre nous. D'autant que sur place, et ils en sont informés car tout de même le courrier fonctionne, l'amiral Thierry d'Argentlieu, dont le collaborateur direct pour l'armée de terre est le général Valluy, partent du principe que la force du Viet Minh n'est simplement que l'expression de la faiblesse de la France. C'est-à-dire qu'on revient à un bon vieux raisonnement qu'on a longtemps utilisé dans la période coloniale. Si on sait parler haut et fort, en face, finalement, il n'y a pas grand-chose qui est capable de nous résister. Et pendant que les tractations, car on va finir par avoir un gouvernement, les tractations ne déboucheront sur rien, D'Argentlieu a trouvé un homme politique assez complaisant pour décréter que c'était le deuxième point de controverse dans les accords Saint-Denis-Ho Chi Minh, à côté de la traduction de Doc Lap. Est-ce que le Vietnam se compose de trois ensembles, les fameux trois qui, la Cochinchine, la Nam et le Tonkin, ou est-ce que la Cochinchine, qui est une colonie, n'appartient pas au Vietnam, qui ne serait composé que de la Nam et du Tonkin? Il trouve un individu qui se fait proclamer, par un vote tout à fait régulier de l'Assemblée locale, président de la République de Cochinchine et qui annonce qu'il veut rester dans le giron français. J'arrête là la toile de fond parce que je crois que je vous en ai donné suffisamment. On a donc, si vous voulez, une situation dont l'opinion publique métropolitaine se désintéresse, qui n'est pas au cœur des préoccupations du gouvernement français, et sur place, des responsables militaires qui sont partis sans trop de consignes, défendez les intérêts de la France, c'est vague à souhait, pour couvrir n'importe quoi, quitte ensuite à se le voir reprocher, et qui, de provocation en réaction entre les deux camps, car de l'autre côté, il y a exactement le même type de gens. Ho Chi Minh espère s'en tirer par la voie politique, mais il a autour de lui des gens qui sont intimement convaincus qu'il faudra aller à l'affrontement avec le plus simple et de le déclencher le plus rapidement possible. Et c'est dans ces conditions qu'à la fin du mois de décembre 1946 commence une guerre d'Indochine que la France n'a pas voulu, que le Viet Minh ne souhaitait pas véritablement davantage, et qu'aucun des deux camps ne va être capable d'y mettre un terme avant l'année 1953. Donc on a une armée française qui se lance dans une guerre d'Indochine sans aucun soutien métropolitain. Ça va même plus loin. Tant que les communistes sont au gouvernement, ils se contentent de refuser de voter les crédits pour l'Indochine. Mais lorsqu'au mois de mai 1947, quand la guerre froide s'installe, et que le président du Conseil demande aux ministres communistes de bien vouloir quitter le gouvernement et considère qu'ils n'en font plus partie et qu'ils ont de facto démissionné, le PC se lance avec toute sa capacité de mobilisation et essaie de faire en sorte de couper les jarrets de l'armée française. Alors ça veut dire quoi? Ben, ça va très loin. Sabotage du matériel. Un certain nombre de soldats français sont morts parce qu'en dégoupillant une grenade pour la balancer sur des adversaires qui étaient trop près d'eux, dans l'espoir de les mettre hors d'état de nuire avant qu'ils n'aient réussi à les tuer, la grenade s'ouvre et on voit sortir une banderole avec les hommages des travailleurs français à nos camarades du Viet Minh. Vous comprendrez qu'ensuite, il n'y ait pas eu dans l'armée française un puissant courant de sympathie pour le Parti communiste, courant de sympathie d'ailleurs qui n'avait jamais véritablement existé. Sabotage des moteurs des différents matériels qui sont envoyés, qui suppose que les unités sont obligées de les remettre en état de marche pour pouvoir effectivement s'en servir avant de partir au combat. Sinon, c'est risqué de voir la machine qui se met en rideau. C'est pas non plus extraordinaire. Quant au retour des tués d'Indochine, car la guerre d'Indochine a quand même coûté à la France 100 000 morts, globalement, la plupart du temps, les cercueils sont obligés d'être transportés dans des camions de déménagement grossièrement camouflés pour éviter que les militants communistes ne viennent cracher sur les dépouilles quand ils ne sont pas là en même temps pour le lendemain, essayer de dissuader les unités qui rembarquent sur les bateaux à Marseille pour rejoindre le front. Tout cela dans l'indifférence générale de la société française qui a autre chose à faire. Choisir ses institutions, 2 projets de constitution, 2 référendums, réélire
toutes les institutions des collectivités locales et territoriales et la reconstruction du pays. On rentre dans les 30 glorieuses. C'est le début de l'équipement en machine à laver, dans tout le confort, après 4 années de pénurie. Et par conséquent, vous avez là, si vous voulez, une guerre qui va se dérouler dans les pires conditions. C'est d'autant plus facile qu'on n'a pas envoyé le contingent. C'est par conséquent une guerre de professionnels. Quelles sont les unités qui font la guerre d'Indochine? La Légion étrangère, les engagés. C'est-à-dire que globalement, dans la société française, on dit c'est normal, ils ont signé, c'est leur boulot, par conséquent, c'est plus mon problème. C'est-à-dire un état d'esprit qui est globalement celui de la société française d'aujourd'hui. Quand au retour d'une OPEX, on ramène 3 cercueils, qu'est-ce qui vous en informe? La minute et demie de passage des corbillards sur le pont Alexandre III, quand on dépasse les 3 morts, les 3 minutes d'hommage du président de la République dans la cour des Invalides, là, c'est une séquence légèrement plus longue. Pour le reste du temps, on ne peut pas dire que ce soit véritablement la préoccupation centrale. Et donc, il faut bien penser que des soldats comme notre témoin, qui font cette guerre dans ces conditions-là, ont à certains moments dû se sentir un peu seuls. Et je vous propose de vous passer la parole pour nous montrer un des premiers éléments que vous avez prévus dans votre témoignage sur cette guerre. Alors, cette guerre a été menée avec un armement de briques et de broc, comme on dit, hétéroclite, hein, des uniformes démodés et des véhicules peu apparents, notamment pas d'armes blindées au début, rien que de l'infanterie. C'était pas beaucoup. Le peuple français était contre cette guerre d'Indochine, qui était devenue pour la plupart des Français une guerre impopulaire. Les armements nouveaux que nous devions toucher arrivaient en Indochine sabotés. Après avoir tiré 5 cartouches, le canon était hors d'usage. Il a fallu reprendre notre vieux armement qui constituait en des mousquetons de la Première Guerre mondiale, ainsi que les fusils, et un armement hétéroclite, hein, avec plusieurs munitions, l'armement français, l'armement anglais et l'armement américain. Voilà avec quoi nous avons débuté la guerre d'Indochine, et nous l'avons continué pendant un bon petit moment, notamment lorsque je suis arrivé là-bas en 1949, le problème de l'armement n'avait pas changé. C'était toujours la même chose. Thompson, Sten, qu'on appelait la boîte à sardines, la mitraillette anglaise, mousqueton, et ainsi de suite. Fusil 7,15 Lebel datant de la fin du 19e siècle et du début du 20e. Voilà avec quoi nous nous étions obligés de nous battre. Peu d'équipement, les vêtements, l'intendance était très avare, ne nous livrait que les équipements et les tenues au compte-gouttes. Elles restaient dans les magasins, si bien que quand nous touchions des vêtements ou des souliers, c'était des vieux vêtements ou des vieux souliers tout neufs. Voilà, exactement. C'est voilà, c'est exactement ce que nous avions. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Voilà. Pour le moment, c'est à peu près tout ce que je vais vous dire. Il faut vous dire une chose. Nous avons perdu l'Indochine, à Dien Bien Phu notamment. Mais la prise de pouvoir de Mao Tse-tung en Chine a ouvert la porte au Viet Minh. Je vais vous expliquer pourquoi. L'armement a afflué énormément pour le Viet Minh, qui ont fait sauter en principe tous les postes français qui étaient à la rive droite du Mékong. Oui, c'est ça, la rive droite du Mékong, notamment. Le premier poste qui a été visé était Lao Cai, qui était sur la rive gauche du Mékong, et la Chine était sur la rive droite de l'autre côté. Hein, on se tirait les uns sur les autres. Et tous les postes frontières
tous les postes à 50 cm de la frontière entre le Tonkin et l'Indochine, et entre le Tonkin et la Chine populaire, ont tous été supprimés par les Viettes. Si bien que les voies de communication ont été dégagées et que l'affluence, l'armement affluait chez les Viettes, au profit des Viettes, où il y avait par exemple des chars d'assaut qui sont arrivés tout à fait en dernier de la guerre d'Indochine, des chars d'assaut qui venaient de Russie, les T-34, qui avaient fait la Deuxième Guerre mondiale en Russie, passaient par la Chine et franchissaient allègrement la frontière qui était dégagée pour approvisionner le Viet Minh. Voilà une des causes de la perte d'Indochine. Ce qui oblige à remettre la guerre d'Indochine dans un autre contexte. À partir de 1947, le monde glisse doucement vers la guerre froide. Il est impossible de dater la guerre froide. Pour certains historiens, elle commence en 1947, pour d'autres en 1949. Avec le coup de Prague, selon que vous êtes optimiste ou pessimiste, vous choisissez la date qui vous convient entre les deux. Jusqu'alors, lorsqu'elle se base sur un territoire colonial, l'armée française a en général la supériorité technique. À partir de 1890, en Afrique, les forgerons ne sont plus capables de réparer les armes modernes, nouvelles, qu'utilise l'armée française. Par conséquent, les Africains sont cantonnés à l'utilisation d'armes anciennes qu'ils se procurent sur le marché des armes, qui, à l'époque, fonctionne à peu près comme celui d'aujourd'hui. Le Vietnam aurait eu beaucoup de mal également à se doter en armes modernes si, effectivement, la victoire de Mao Tse-tung ne conduisait pas au 1er octobre 1949 à la proclamation de la République populaire de Chine, ce qui permet de porter la frontière du bloc communiste sur la frontière septentrionale du Vietnam, et par conséquent de ravitailler en armes modernes les troupes du Viet Minh, autant qu'elles en ont besoin et autant que la Chine est disposée à leur en fournir. Ça change profondément les choses. Mais en même temps, cet engagement chinois va faire en sorte de faire basculer la guerre d'Indochine dans un contexte beaucoup plus général, et pas pour autant motiver l'intérêt de l'opinion française pour cette guerre qui se déroule pourtant en son nom à quelques milliers de kilomètres. Elle est perçue comme ce qu'on appelle dans la plupart de vos manuels un point chaud de la guerre froide. La guerre froide, c'est un accord tacite entre les deux grandes puissances, puisque nous sortons du monde de 1945, enfin de la guerre en 1945 avec deux grandes puissances. Quand on parle des quatre grands, c'est un abus de langage. Il y a deux grands et deux petits grands. Les deux vrais grands sont les deux grandes puissances qui co-gèrent le monde, qui, très rapidement détentrices toutes les deux de l'arme nucléaire, ne peuvent pas se permettre d'entrer en guerre l'une contre l'autre, sinon on va au cataclysme final, et qui, par conséquent, se battent par puissance interposée. Par conséquent, la France défend un des fronts qui empêche l'expansion du communisme. Le Viet Minh essaye de faire progresser le territoire contrôlé par le mouvement communiste international dans le monde, au détriment du monde occidental. Et par conséquent, au fond, ça fait partie des difficultés de la vie, et ça n'est pas pour l'opinion française un motif supplémentaire d'intérêt. Et on revient toujours au problème du rôle du Parti communiste en France, qui va rester prépondérant pratiquement jusqu'au milieu des années 50. Ça n'est qu'avec la deuxième moitié des années 50 que véritablement son influence diminue. Ce qui va en plus conforter l'idée des Français qu'on a bien affaire à un point chaud de la guerre froide, c'est le déclenchement en 1950 de la guerre de Corée, qui est perçu par tout le monde comme une espèce de signe avant-coureur. Ce sont les prolégomènes d'une nouvelle guerre. Vous rappelez-vous que la génération de vos grands-parents, reportez-vous au numéro de Paris Match des années 50, et vous verrez que c'est on ne peut plus prégnant, vit avec la certitude que la Troisième Guerre mondiale est imminente et que cette guerre sera nucléaire. Un des grands moyens de gagner de l'argent dans la Suisse des années 50, c'est la construction d'abris anti-atomiques, que les plus riches essayent de faire installer au fond de leur jardin pour être sûrs de pouvoir survivre à une attaque nucléaire. Ce qui en France inquiète terriblement, car on est persuadé que si ça n'est que le début de la Troisième Guerre mondiale, elle ne manquera pas de se transposer en Europe, et nos meilleures troupes combattantes étant en Indochine, comment faire en sorte de défendre, de participer à la défense de l'Europe
et de défendre le territoire français. Ce qui va être à l'occasion de la création de la CED, puis du réarmement de l'Allemagne et de son insertion dans le système de défense de l'OTAN. Donc, cette guerre se mène qu'à un cas, et globalement, si vous voulez, jusqu'aux années 50, on peut dire que la France est sur la défensive. Elle perd plutôt du terrain, et en 1951, le général Bijard, vous m'interrompez quand vous voulez intervenir, hein, je vous l'ai dit, le général Bijard est nommé le général de Lattre, pardon, il ne sera maréchal qu'après sa mort. Le général de Lattre est nommé à la tête des troupes qui sont en Indochine pour redresser la situation. Vous verrez dans l'exposition, vous avez vu, si vous l'avez déjà vu, un extrait de la lettre que son fils Bernard, qui est capitaine servant en Indochine, lui envoie. Il pèse sur son père pour qu'il accepte la proposition qui est faite de le nommer commandant en chef en Indochine, car, lui dit-il, nous ne sommes pas commandés. C'est une pagaille assez indescriptible. Une partie des officiers français ne remplissent pas leurs fonctions, ce qui oblige d'autres à faire un travail pour lequel ils ne sont pas particulièrement faits. Et par conséquent, ça peut être un facteur, ça n'est certainement pas le seul, mais c'est certainement un des facteurs d'explication des succès du Viet Minh, et c'est surtout un des facteurs qui explique le début de blues, je dirais pas de démoralisation, c'est excessif, mais soldats qui commencent à trouver que c'est un petit peu lassant d'être constamment sur une position défensive. L'année 51 va être un véritable rétablissement de la situation, avec en même temps, sous la pression des États-Unis, qui ne renoncent toujours pas à nous voir partir, les États-Unis ont été très honnêtes et ont joué le jeu pendant la guerre d'Indochine. Ils en ont payé d'abord la moitié. Comme vient de vous le dire M. Pasquier, on part avec... Vous avez vu l'exposition, vous avez pu remarquer que vous avez des casques états-uniens. Qu'est-ce que font des casques états-uniens dans l'armée française? Sinon que si elle ne met pas cela, elle n'en a pas. Ou alors on ressort les vieux de 14. Donc, cette guerre qu'on fait un peu avec des moyens de clochard, je dirais, il faut essayer, si vous voulez, de faire en sorte que les choses évoluent un petit peu. De Lattre réussit à relancer les choses, mais les États-Unis, de l'autre côté, nous imposent progressivement d'accorder au Vietnam, au Laos et au Cambodge toutes les prérogatives d'État souverain. Ce que nous avons refusé à Ho Chi Minh, nous l'avons donné à Bao Dai en 1949. La France ne garde que le contrôle de la monnaie, de la diplomatie et de la défense. Pour le reste, les trois États sont souverains. À Pau, en 1950, les États-Unis nous imposent de restituer aux trois gouvernements d'Indochine les pouvoirs financiers. Ils sont encore un peu plus indépendants. Et sans rien faire pour contrarier notre action, les États-Unis, qui sont convaincus que nous ne savons pas mener cette guerre et que nous allons la perdre, préparent la relève, car eux sont persuadés de savoir la conduire et la gagner. Ils la préparent à travers deux personnages qui sont essentiels. Ngo Dinh Diem, que vous connaissez probablement si vous avez étudié la guerre d'Indochine, ce dont je doute, comme chef de l'État vietnamien après le départ des Français, qui a un frère, Ngo Dinh Nu, qui sera évêque de Saïgon, lequel a fait ses études au séminaire à Manille avec le cardinal Spellman, cardinal archevêque de New York. Les deux ecclésiastiques, formés à ce qu'on appelle le catholicisme de croisade, c'est-à-dire le catholicisme conçu à l'espagnol, sont totalement de connivence. Ngo Dinh Diem, parce qu'il ne s'est jamais remis de l'écœurement profond dans lequel l'ont plongé les Français à la fin des années 20, lorsque, chef de cabinet du jeune empereur qui devient Bao Dai en 1949, il est systématiquement espionné par l'administration française qui fait capoter toutes les réformes administratives auxquelles il pense pour essayer de réinstaller l'autorité du trône du Vietnam. Et grâce à Spellman, à son frère, via son frère avec Spellman, il espère bien que l'aide états-unienne lui permettra de rétablir une situation dont il voit à l'évidence qu'elle échappe aux Français. Donc 51, c'est une reprise. De Lattre, qui est gravement malade au terme de l'année 51, quitte l'Indochine et cède la place à Salan.
les choses à nouveau se dégradent, moins gravement que dans la première partie, et la phase finale, qui aurait très bien pu ne pas être la phase finale, hein. Le camp de Dien Bien Phu, ça n'est jamais 40 000 hommes. Pour la France, c'est une défaite qu'elle a du mal à avaler, et c'est quelque chose d'un petit peu difficile. L'armée française n'est pas pour autant détruite intégralement. La preuve, c'est que l'année suivante, elle repart pour la guerre d'Algérie, qui va durer autant de temps que la précédente, avec le même résultat, et elle réussira quand même à y maintenir jusqu'à 600 000 hommes sur le territoire algérien. Donc on a encore de la ressource. Le problème, c'est que le choc est tel qu'on décide que cette fois, il faut arrêter les frais. Mendès France va profiter du traumatisme dans l'opinion publique de la capitulation du camp retranché, alors qu'il était le seul à vouloir mettre un terme à la guerre d'Indochine pour obtenir d'être investi et pouvoir véritablement le faire. Et donc, le camp de Dien Bien Phu, la raison est relativement simple. Les services de renseignement français ont à peu près identifié l'objectif du Viet Minh. Il s'agit de passer au Laos, c'est-à-dire de progresser en passant par l'ouest et de redescendre vers le sud de la péninsule indochinoise pour réussir à prendre le contrôle de la plus grande partie des 3 États qui sont liés à la France, car ils sont souverains, mais ils sont tout de même liés à la France. Et on décide qu'en s'installant dans la cuvette de Dien Bien Phu, compte tenu de l'existence d'une piste d'aviation qui permettra de ravitailler les unités qui se seront installées là d'une façon retranchée, on va pouvoir non seulement empêcher le Viet Minh de passer au Laos, mais de briser son corps de bataille, et une fois que son corps de bataille aura été détruit, de pouvoir considérer qu'il ne reste plus qu'à pourchasser le reste des unités pour le mettre hors d'état de nuire. Le problème, c'est que c'est lui qui va mettre le camp retranché hors d'état de pouvoir fonctionner. Mais avant d'en arriver à Dien Bien Phu, Delattre a essayé une vietnamisation de la guerre. Si vous ne deviez lire qu'un seul texte politique important, c'est le texte que le général Delattre prononce à l'occasion de la remise des prix, car il y a encore à l'époque, nous sommes avant 1968, donc il y a encore des remises de prix dans les établissements scolaires, la remise de prix au lycée français, où il appelle la jeunesse vietnamienne en leur donnant carrément le choix de 2 choses l'une. Ou vous êtes d'accord avec le Viet Minh, et dans ce cas-là, rejoignez-le, ou vous êtes d'accord pour considérer, comme nous le considérons, que le Viet Minh doit être mis hors d'état de nuire, mais dans ce cas-là, engagez-vous. Et à partir de la période de Delattre, certes, l'armée française est toujours présente, mais les unités des troupes vietnamiennes qui combattent à ses côtés sont numériquement, au moins en théorie, supérieures aux soldats français qui sont engagés. Et donc c'est sur le choc du camp retranché que la guerre va prendre fin avec les accords de Genève. Monsieur Champ a parlé de maréchal Delattre de Tassigny, qui était général à l'époque, bien sûr. Le général Delattre, qui était un grand chef, est très intransigeable avec ceux qui séjournaient au Vietnam et non affectés à un corps. C'était des messieurs qui venaient terminer leurs annuités pour avoir le maximum pour prendre la retraite. C'était ce qu'on appelait les superplanqués, pardon. Hein? Et Delattre en a trouvé quelques-uns, c'est-à-dire une bonne quantité quand même, et ils avaient 48 heures pour prendre l'avion pour rentrer en France. Voilà. Alors que nous faisions la guerre dans le tas, dans la boue, dans les montagnes, partout, eux, ces messieurs se prélassaient dans les plus grands palaces de Saïgon ou de Hanoï. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ces messieurs-là. C'est pas vrai? Ah. Alors, effectivement, ça renvoie, si vous voulez, à un problème qui est un problème ancien. À l'inverse de la Grande-Bretagne, la France n'a jamais conquis son empire colonial avec des forces armées dédiées. L'expansion coloniale commence avec la Troisième République. La conquête de l'Algérie est véritablement l'exception et l'acquisition de Tahiti dans les périodes antérieures. Donc cette conquête coloniale qui commence avec la Troisième République, elle commence aussi dans le moment où la France est obsédée par la revanche avec l'Allemagne. Et compte tenu de la situation démographique que j'évoquais tout à l'heure,
elle est véritablement dans une situation pitoyable. Par conséquent, tout soldat envoyé pour conquérir un territoire colonial, c'est un soldat de moins pour éventuellement prendre la revanche sur l'Allemagne. Donc les colonies doivent être conquises avec le moins d'hommes possible. D'où la politique des corps expéditionnaires, qui reviennent dès que, officiellement, ils ont pris possession du territoire, sans même se préoccuper de savoir si la pacification est véritablement, non, même je dirais même pas acquise, mais seulement entamée. Alors, pour servir outre-mer, qu'est-ce qu'il y a? Pas grand-chose. Jusqu'en 1900, on parle de troupes de marine, qui sont une infanterie et une artillerie à la disposition des marins, vis-à-vis de laquelle, en général, d'ailleurs, les amiraux ont une fâcheuse tendance à détourner l'argent qui est destiné à l'équiper pour servir les effectifs de la royale proprement dite. Donc ça n'est pas très satisfaisant. C'est la raison pour laquelle, en 1900, la loi de juillet fait passer les troupes de marine sous l'appellation de troupes coloniales, mais en fait l'appellation ne sera jamais véritablement établie, et dans laquelle il n'y a quasiment que très peu d'Européens. On va surtout recruter des troupes indigènes, et c'est véritablement un des grands manques. Et pour revenir à ce que disait M. Potier, venir finir d'avoir ses annuités de carrière et se planquer jusqu'à la fin de la carrière, on voit très nettement, et pas uniquement dans la guerre d'Indochine, dans les deux guerres, celle d'Indochine et celle d'Algérie, qu'il y a deux catégories d'officiers. Ceux qui s'inscrivent encore véritablement dans la tradition coloniale, qui, formés au passé colonial, tel que l'armée a su le mettre en scène et le magnifier dans la formation de ses personnels et dans les quelques opérations de communication avec le pays, qui a marqué ces hommes et qui se sentent tous un peu les héritiers d'Archinard, de Février des Pointes, enfin, reprenez tous les grands marins et officiers généraux qui ont donné à la France son empire colonial, vous avez encore des officiers qui se sentent dans cette tradition-là. Et puis un certain nombre qui considèrent que l'avenir de l'armée sont les forces d'occupation françaises en Allemagne, la construction de la force nucléaire, la construction d'une armée moderne, et que franchement, ces vestiges coloniaux, il faudrait quand même un jour se rendre compte que ce sont des oripeaux dont on n'a rigoureusement rien à faire. Ça, on le sent très nettement quand vous avez la chance d'étudier un certain nombre de textes qui ont été écrits par ces hommes. On voit très bien les premiers qui, à l'occasion d'une affectation sur un territoire colonial, pas forcément en guerre, hein, même si les deux grands qui sont en guerre vont en mobiliser beaucoup plus que les autres, ont le sentiment qu'ils ont une mission à remplir, ils sont redevables de quelque chose vis-à-vis de leurs grands anciens et qu'ils ont quelque chose à faire, et puis les autres qui se disent, bon, on va pouvoir ouvrir un persan parce qu'on cochera un jour tous les matins et ça nous rapprochera de l'affectation suivante, soit en bureau à Paris, soit dans une unité plus moderne dans les forces d'occupation en Allemagne, mais véritablement on fera autre chose. Et je pense qu'effectivement, pour un commandant en chef comme pour l'été Delattre, qui doit reprendre les forces françaises d'Indochine en main, ça n'est pas forcément quelque chose de facile. On verra apparaître la même césure lorsque la décision de donner l'indépendance à l'Algérie conduira une partie des forces françaises à entrer en dissidence et que tout le monde ne décidera pas de se lancer dans le putsch. Bravo. Vous pouvez applaudir monsieur. Bon, j'ai fait mon premier séjour dans une région tonkinoise, nord-ouest tonkinoise, qui s'appelle le Pays Thaï. Je vais vous présenter un petit peu les caractéristiques de cette population. Hein? Alors, débarqué à Haiphong le 18 avril 1949, après une traversée de 21 jours sur le Pasteur, je suis affecté au 1er bataillon Thaï à Nialo, dans le nord-ouest tonkinois, que je rejoins le 19 avril par voie aérienne, pour un séjour de 2 ans et 4 mois. J'ai eu le temps de connaître le pays, par ce qui me concerne, embarqué comme 2e classe, j'ai été rapatrié comme sous-officier,
Le pays thaï est une région autonome qui possède sa propre langue et sa propre écriture à caractère syllabique. À titre d'information, le thaï est parlé au Laos et en Thaïlande, ex-Siam. Ce n'est pas un dialecte, c'est une langue. J'ai fréquenté j'ai une personne que je connais très bien qui est laotienne et nous discutons tous les deux en thaï, dont j'ai gardé quelques éléments malgré le temps qui passe. Bien, alors, il existe dans cette région des ethnies beaucoup moins importantes qui ont leur propre dialecte. Ce sont des dialectes de leur langue limitée. Hein. Les Tao, les Man, les Méo, montagnards, rudes et un peu sauvages. Parmi ces ethnies, les Méo sont les plus connus. Lors de nos sorties opérationnelles, nous avons souvent l'occasion de passer dans leur village, avoisinant les 2000 mètres d'altitude. Il ne fait pas chaud au Tonkin à 2000 mètres d'altitude dans les montagnes, croyez-moi. Ils cultivent sur des brûlis. Les brûlis, c'est la terre brûlée dont on a brûlé la végétation pour cultiver. Ça sert d'engrais. Hein? Alors, ils cultivent sur des brûlis. Le maïs, le riz, qui a la particularité de pousser sur la terre ferme. Les grains sont blancs et rouges. Et dans des endroits très dissimulés, l'opium. Les femmes méo, ou tout au moins une majorité, ont des goitres énormes, dus à une carence de sel. Lorsque nous passions chez les méo, nous emportions un kun. Un kun, c'est une mesure de poids qui fait 600 grammes par homme, comme monnaie d'échange. Pour un kun de sel, nous avions 3 poulets, et pour 3 kuns, un cochon. Pas des cochons énormes comme ceux que nous avons chez nous, ouais. Bon. Certes, beaucoup moins gros que ceux que nous avons chez nous. 14 habitats, il est constitué de planches disjointes qui laissent passer les courants d'air. Et à cette altitude, si tu es plus haut, il n'y fait pas très chaud. Voilà. Alors, les tailles sont des demi-montagnards, hein, et les méos habitent ont toujours habité sur ces montagnes. Ils ont été chassés par les Chinois. Et ils sont venus se réfugier sur les hauteurs du Tonkin. Hein, on les voit rarement, et ils ont leur dialecte et tout, et puis sauvages un petit peu. Et les plus sauvages, ce sont les Man, les Tao et les Sao. En dehors de ça, les Méo, ce sont un coup viet, un coup français, un coup... Il faut faire très attention quand même à ces gens-là, ne pas leur essayer de leur faire croire à des choses qu'ils essayent de répéter, parce qu'il y en a qui comprennent et qui le cachent. Alors, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire M. Potier, parce que ça me paraît extrêmement important. Vous êtes effectivement, pour beaucoup d'Européens, dont la géographie n'est pas la préoccupation principale, on est en Asie. Toutes les populations dont on parle depuis tout à l'heure sont des Asiatiques. Donc en gros, ils se ressemblent tous. En fait, c'est plus compliqué que ça. Vous êtes sur la zone de partage de l'influence chinoise à l'est et de l'influence indienne à l'ouest, avec quelques populations qui ont su échapper aux deux influences et qui sont restées à cause du réduit montagneux. M. Potier vient d'insister à plusieurs reprises sur le caractère, je dirais pas inhospitalier, mais un peu rude du milieu naturel. Et par conséquent, ça vous confère, sinon une indépendance, du moins une certaine autonomie et une certaine sécurité. Vous avez là des unités, des hommes qui vont contribuer à la formation d'unités qui ont permis à l'armée française de compenser le manque d'hommes dont elle avait aux colonies, et qui, même si, comme il l'a rappelé, ils étaient capables de tenir 2 discours contradictoires, pour certains d'entre eux vont résolument s'engager
aux côtés de l'armée française. Et il faut bien voir que cette guerre d'Indochine, avec ces formations supplétives recrutées dans des populations locales, qui lient leur destin à une puissance dont finalement ils ne sont pas absolument sûrs qu'elle va rester, va avoir des conséquences tout à fait dramatiques et poser à certains officiers français des problèmes de conscience qui vont les conduire à leur tour jusqu'à se mettre dans des situations difficiles. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais peut-être certains d'entre vous connaissent le commandant Denoy de Saint-Marc. Le commandant Denoy de Saint-Marc est un officier de l'armée française dont la France peut être particulièrement fière, même si à un moment de son existence, il est rentré en rébellion contre le pouvoir politique, ce qu'un citoyen ne peut pas accepter et est obligé de condamner. Mais il faut bien voir d'où vient Denoy de Saint-Marc et la situation dans laquelle il s'est trouvé. Denoy de Saint-Marc, qui a résisté à l'Allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est arrêté et interné en camp de déportation, survit à sa déportation, commence une carrière militaire, puisqu'il doit avoir 17 ou 18 ans quand il est arrêté par la Gestapo, et est envoyé en Indochine. Ou, si mes souvenirs sont bons, lui n'a pas travaillé avec les Thaïs, mais avec les Méos. Mais je parle sous toute réserve, je n'en suis pas absolument certain. Un peu trop de mémoire possible, vous vérifierez. Il forme donc une unité supplétive de Méo. Il combat pendant tout le temps où il est dans la région avec ces unités de Méo. Et le jour où le ministère du boulevard Saint-Germain décide que la France plie les Gaules, on dit au commandant Denoy de Saint-Marc, il n'est pas question d'embarquer les Méo et de s'en embarrasser en métropole. Vous les licenciez purement et simplement, vous rentrez, et pour le reste, on ne veut rien savoir. Et Denoy de Saint-Marc, dans un de ses ouvrages, raconte qu'il a assisté à cette scène qui, pour un officier, est véritablement insupportable, quand vous avez risqué la mort aux côtés d'un certain nombre d'hommes qui l'ont risqué comme vous et qui ont, comme vous, réussi à survivre, de voir ces soldats européens, de voir à grands coups de crosse écraser les mains des Méos qui s'accrochent aux ridelles du camion pour essayer de faire en sorte de pouvoir partir avec l'unité de l'armée française à laquelle ils ont lié leur sort et qui s'en va. Il ne l'a jamais oublié. Le jour où on lui refait faire la même chose avec les harkis d'Algérie, là, il dit « non possumus ». Et par conséquent, il passe au putsch, ce qui lui vaut l'incarcération avant d'être finalement aujourd'hui reconnu, puisque une session de l'Institut des hautes études de défense nationale vient de donner son nom à la session. C'était, sauf erreur de ma part, la 202e qui s'est tenue à Amiens l'année dernière. Donc, d'une certaine manière, Denoy de Saint-Marc a retrouvé dans le panthéon militaire la place qu'il n'aurait jamais dû quitter. Mais vous voyez que ça pose, car n'oubliez jamais que de même qu'un tribunal condamne en notre nom, à chaque fois qu'un individu est condamné au tribunal, nous sommes chacun d'entre nous ici individuellement responsables. Je vous rappelle qu'avant de prononcer le prononcé de la sanction, le président prononce la formule rituelle au nom du peuple français. À chaque fois que l'armée française est engagée sur un théâtre d'opération, elle engage individuellement notre responsabilité morale. Par conséquent, il n'y a pas que les officiers, eux le vivent en direct et dans le moment, sur place et dans le moment, mais de façon plus large, chacun des citoyens français est véritablement impliqué. Donc, d'une certaine manière, tout ce que M. Potier a vécu, la société française de l'époque en est collectivement responsable. Ah, voilà l'aviation civile. Cet appareil est un Havilland, bimoteur, biplan. Il est surtout chargé de ravitailler la population civile du bassin de Nialo, et plus particulièrement les commerçants, dont un commerçant chinois, je vais mettre un peu d'humour dans mon propos, un commerçant chinois qui s'est avisé de vendre du champagne Mercier, dont nous faisions quelquefois une consommation au retour d'opération. Voilà, tout est là, c'était le réconfort du guerrier. Ensuite, le deuxième appareil, ça c'est un Nordwind, avion d'origine américaine, qui est destiné également
au ravitaillement des civils et quelquefois qui amenait du ravitaillement militaire. Voilà pour celui-là. Après, c'est les Junker. Ah, Junker, avion trimoteur de l'avion de transport de l'aviation de transport allemande. C'est un peu, si vous voulez, un butin de guerre. Hein, les Français en ont récupéré quelques-uns et il était utilisé pour le ravitaillement des postes. C'est un appareil qui était très lent et très stable et qui pouvait voler sur 2 moteurs seulement. C'est ça l'avantage des vieux avions trimoteurs. Il parachutait les vivres parachute. Et puis ensuite, il y avait une particularité. À Nialo, il existait une DZ, une dropping zone, c'est-à-dire une zone de parachutage, sur laquelle, à basse altitude, le Junker droppait des sacs de riz sans parachute. Il y avait très peu de pertes, sinon 1%, un sac pour 100 sacs. Voilà, les sacs étaient doubles, et cet avion, c'était une véritable pétrolette. Il pouvait larguer ses sacs de riz en dessous d'une vitesse de 90 km à l'heure. Il atterrissait il pouvait décoller sur des pistes très, très courtes, de 100 à 300 mètres, alors que le Dakota, il lui fallait 700 mètres. On n'a jamais vu beaucoup de Dakota atterrir sur le bassin de Nialo. Voilà, alors la DZ, la drop-in zone, la zone de parachutage, a été fabriquée par nos tirailleurs taille, et dessoucher les arbres avec une bande de 50 cm par tête de pipe, par personne, de façon à ce qu'il ne reste aucune souche, aucun obstacle pour crever les sacs de riz, par exemple. Hein. Elle était nettoyée systématiquement. Voilà, l'appareil Junker. Alors, lorsque j'ai rejoint Nialo, je suis monté dans ce genre d'appareil et nous avons parachuté en cours de vol un poste perdu dans la montagne. C'est un appareil qui est très bruyant. Il faut crier pour se faire entendre, surtout quand les portières sont ouvertes pour parachuter ou dropper. Hein? On ne s'entend plus là-dedans. Ça fait un bruit du tonnerre. C'est un peu... L'avion, la carlingue est en tôle ondulée. Et si vous avez connu les tubes Citroën, c'est un peu le même système. La tôle ondulée, toute la carlingue est faite de fuselage, tout est fait en tôle ondulée. Les Allemands ont trouvé le système là peut-être avantageux. Alors il est très lent du fait que son train d'atterrissage en premier lieu est fixe, alors que le Dakota est beaucoup plus rapide et le terrain d'atterrissage est amovible. Voilà. Ça, c'est le village de Banco, ça. Alors, vous avez ici, on ne voit pas très bien où j'ai mis la flèche là-bas, mais enfin, ça n'a pas d'importance. Oui, on voit la flèche, mais on ne voit pas ce qu'il y a dessous. Bon, ici, c'est un village qui s'appelle Banco. Ban, ça veut dire village. Co, bon, c'est le nom du village, tout simplement. Il a été pris de la partie haute du poste de Nialo, où il y a la flèche. On ne voit pas la maison. Si, on la voit bien. Voilà. Il y a une maison au bout de la flèche. Vous voyez cette habitation-là? Elle est faite avec des robustes troncs de bambou mâle. Parce qu'il existe 2 sortes de bambou. Le bambou mâle, qui est très dur, bambou mâle qui est très dur, et le bambou femelle, qui est surtout fait pour faire pour tresser des murs, pour tresser des parois, et puis aussi pour faire des nasses pour pêcher les poissons dans les rizières. Alors, cette maison est construite avec des bambous. C'était la matière première, le bambou. Et puis, le pourtour des murs est fait avec du bambou femelle tressé. La toiture repose sur des bambous également. Et est faite avec de la paille de riz. En dessous de cette maison est élevée sur pilotis, si bien et qui servent d'abri pour le buffle
qui sert à labourer la rizière. Voilà, une planteuse de riz. Une planteuse de riz. Alors, cette dame, planteuse de riz, n'a pas de varices. Les planteuses de riz n'ont pas de varices. Quel que soit leur âge et quelle que soit la progéniture qu'elles ont élevée. Ces femmes-là ont les jambes dans la boue pour planter leur riz, et lorsqu'elles bougent, la boule de la rizière fait un espèce de massage. C'est si vous voulez, un massage naturel, hein, et qui les empêche d'avoir des varices. Il y a des vieilles personnes qui ont des jambes, moi j'en ai vu, des bazas, des vieilles femmes, comme on disait là-bas, et qui avaient des jambes vraiment formidables. Pas une varice, rien. Alors, mesdames, si vous êtes sujet aux varices, vous allez planter du riz. C'est la seule solution. Vous êtes encore jeune, mais moi, ça faut trouver une rizière, par contre. C'est quand même un problème, mais bon. On a des rizières en Ça vous fait rire tout ça, hein? Pas vraiment en Picardie. Non, il faut en Picardie, mais en France méridionale. Vous ne croyez pas, madame, qu'il faut... Oui. Vous ne croyez pas, madame, qu'il faut apporter un peu d'humour dans cette... Mais évidemment, monsieur... voilà. Bien sûr, monsieur l'ancien combattant. Très bien. Bon, voilà un groupe de taille. Un groupe de taille, hommes et femmes. Et vous remarquez, celui de gauche, là, c'est un membre un soldat du 1er bataillon taille. C'est un soldat du 1er bataillon taille, il a certainement de la famille dans le coin. Ou alors il a moins une foussao, c'est-à-dire une foussao, ça veut dire en taille, ça veut dire jeune fille. Une copine. Celle qui est à côté, là, c'est sa copine, c'est ça, oui, exactement. Voilà, foussao, jeune fille. Bon, alors voilà, ça, il y a des auges en bas, c'est pour donner à manger aux bestiaux du coin. L'agneau, le petit là. Alors elles ont la tenue toute noire, et il y en a qui sont un peu plus élégantes que ça, on va les voir à la suite là. Oui, les voilà. Un trio de taille. Pas de taille en hauteur, hein. Attention, THAIE. Alors, sont vêtus comme... c'est un peu le volume, le costume national, ça. Les autres, là, ça fait des tailles noires. C'est les tailles noires de Sonne-là, ça qu'on a vu là tout de suite. Ça, c'est les tailles blancs de la région de Nialo. Avec un petit gamin, là, voilà. Bon. Alors, on voit bien les pilotis de la maison, là, vous voyez? Vous voyez les pilotis? On les voit bien sur cette maison-là. Alors là, le buffle, il est à l'abri là-dessous. Et il récolte toute la vermine volante qui pourrait entrer dans la cagna, dans la maison. Un méo. Ça aussi, c'est une femme méo. Oui, ça, c'est une femme méo, ça. Alors, elle va aller rejoindre son village à 2000 mètres d'altitude. En voilà encore un. Celui-là, il craint le soleil parce que... Oui, c'est un méo, ça. Et vous remarquerez, autour de son cou, il y a un collier. Voilà, vous voyez le collier au lieu à la flèche? Vous voyez le collier? Oui. Bon, alors ce collier est fait avec des pièces, des piastres en argent qui sont titrés 0,9 d'argent au kilo. C'est forgé, c'est tourné, ils se débrouillent comme ils peuvent pour en faire un collier. Alors lui, c'est un collier en argent qu'il a là. On a essayé d'en chercher, mais on n'a jamais été fichu d'en ramasser un. Ça s'appelle... J'ai modifié la flèche parce qu'elle ne me plaisait pas. Vous m'excuserez de l'avoir modifié un petit peu. Ça s'appelle un pied-Jacques. Je vous fais grâce de l'abréviation. Un pied-Jacques, c'est un langage qui est employé par tout le monde, même les officiers. Alors, c'est constitué par une planche de la largeur et de la longueur d'une chaussure. Et sur cette planchette, il y a des fers de lance acérés, bien aiguisé, et au milieu, il y a un bout de bois, genre manche à balai, qui est fixé dans un trou, dans le sol. Et cette flèche dépasse en haut, en dessous du niveau du sol. Elle est recouverte d'un camouflage léger,
Et quand vous mettez le pied dessus avec des chaussures de brousse, les jungle boat, ces genres de flèches là qui sont placées en quinconce tous les 5 à 10 cm percent la chaussure et vous rentrent dans le pied. On ne peut pas l'enlever, étant donné la forme à la base de la flèche. Vous voyez la forme? Vous ne pouvez pas enlever parce que c'est impossible. Alors le blessé est évacué avec 7 engins solidement attachés de façon à ne pas le faire trop souffrir, et c'est le service médical qui s'occupe de l'extraire son pied de ces pièges. Ce qui peut résister à ce piège, ce sont les godillots. Vous savez que les godillots, c'est ce que les soldats appelaient en 14 et puis aussi en 39-45, ces souliers à clous avec une semelle de cuir. La flèche ne passe pas dedans. Et au Tonkin, en haute région, nous percevions encore ces genres de brodequins et on pouvait tomber sur ce genre de pièces, ça ne passait pas à travers. Et dans ce brodequin, on avait l'avantage de pouvoir faire des trous en bas pour évacuer l'eau quand nous passions dans des rivières à gué. Et puis aussi, ça avait un petit inconvénient, c'est que quand on faisait un trou dans la chaussure, il était bien à peu près probable qu'une sangsue allait rentrer, se mettre dedans. Ça, c'est un retour d'opération. L'opération de Tanuyenne. Tanuyenne, c'est un gros village qui est à 170 km de Nialo. Et nous avons fait tout ça à pied. Alors là, nous sommes restés là-bas une quinzaine de jours et nous avons chassé les Viettes de ce village. Chez nous, nous n'aurons pas eu de perte humaine, mais les Viettes en ont eu. Et leur chef, qui s'appelait Kimson, a réussi à prendre la fuite. Capitaine Kimson a réussi à prendre la fuite. Il nous a griffé, il nous a passé entre les doigts. Bon, ça c'est le retour de Tanuyenne. Alors là, évidemment, j'avais mis une annotation à côté. Quel débraillé si le commandant voyait ça. Vous voyez pas les tenues des troufions, là? Hein? Ils sont beaux, hein? C'est le vrai débraillé, hein? C'est pas beau, ça? Alors, si le commandant Girardin avait vu ça, il n'aurait pas été content du tout. Bien. Remarquez que lorsque j'étais au centre d'instruction en Afrique du Nord et qu'on prenait la montagne, dans le Maroc par exemple, au-dessus dans le Moyen Atlas, il y avait le débraillé aussi comme ça. Hein. Je commençais à faire mes hommes en tenue quand on approchait d'un village ou quand on descendait au bord de la route et qu'on passait dans des grosses agglomérations. Hein. Pour ça, c'était le débraillé aussi. Chacun pouvait prendre l'air comme il voulait. Bon, ça, nous sommes en train de construire un poste à 12 ou 13 heures de marche de Nialo. Ça nous fait quand même à 6 km à l'heure, ça nous fait 80 km. 80, c'est ça, 6 fois 13, 6 fois 13, 78 km, près de 80 km de Nialo. Alors, à pied, hein. J'aime autant vous dire qu'il faut être bon marcheur, d'autant plus que nous apportons le sac avec quelques vivres et le pactage de rechange. Hein, ça fait du poids. Un sac sur le dos dans un déplacement de ce genre fait pas loin de 25 kilos. Et même un peu plus quelquefois, ça dépend ce que vous mettez dedans en plus. Les casse-croûtes et tout ça. Voilà. Ça, c'est le poste. Voilà, ça, c'est la piste qui mène au poste en construction. J'ai passé un petit moment là-haut, les Viettes ne sont pas venus nous embêter. Tant mieux pour nous, parce que nous aurions été drôlement étriés. Hein. Et une piste comme ça, 170 km de Nialo. À pied, aller-retour. Alors, ça vous a plu, les photos? Ouais, bah, c'est très bien. Vous avez fait connaissance avec un pays que vous ne verrez certainement jamais. Alors, je vais attaquer mon deuxième séjour. Alors là, il y a des endroits où ça devient dramatique.
Faut que je mette ça dans l'ordre. C'est un peu la pagaille, là, hein. Soldat, faudra mettre ton bazar à jour. Je suis parti pour mon deuxième séjour par avion. J'ai embarqué à Orly sur Constellation le 7 janvier 1953. Avec, évidemment, il y avait beaucoup d'escales à cette époque. Escale à Rome, à Beyrouth, à Karachi et à Calcutta, et terminus Saigon, soit 36 heures de vol en gros. Je suis affecté à la 10e compagnie du 3e bataillon du 6e régiment d'infanterie coloniale. Les gens qui portent sur le calot l'encre de marine. À Trinxa, 15 jours après, nous partions relever une compagnie de légion étrangère sur la rive gauche du Daï. Ça s'écrit D-A-Y et ça se prononce Daï. Les légionnaires racontent leurs accrochages avec les Viettes. Il est dit au bout d'une quinzaine de jours que les légionnaires nous avaient raconté des histoires. Je n'étais pas de cet avis, mais n'ai rien dit. Ces premiers séjours n'avaient pas compris. Ces premiers séjours, entre parenthèses, pas entendu l'heure. Hein, ils arrivaient, moi j'en avais déjà un derrière moi. Ces premiers séjours, entre guillemets, n'avaient pas compris que les Viettes étaient en observation. Et ayant des espions dans le secteur, ils étaient parfaitement renseignés sur les faits et gestes des nouveaux locataires du poste. Le commandant de compagnie qui s'appelait Potier Jean, comme moi, et qui a été tué au mois de mars 1953, a été remplacé par un lieutenant, le capitaine Potier Jean, qui n'avait aucun lien de famille avec moi. Ça m'a provoqué d'ailleurs une méprise, cette affaire-là. J'ai débarqué un jour au Tchad, à Fort-Lamy, qui s'appelle maintenant Djamena, oui, et j'ai rencontré quelqu'un qui me connaissait très bien. Je lui tape sur l'épaule, il se retourne et dit « T'es encore là, toi ?» Bah, je dis « Pourquoi ?» Il dit « On m'a dit que tu t'étais fait tuer au 6e RIC, à la 10e compagnie. » Ah, j'ai dit « Non, c'est pas moi, c'est mon capitaine qui portait le même nom. » Ah bon? Vous voyez, il y a des trucs qui prêtent à confusion. Hein. Le poste de Fionquet possédait une bonne ceinture de barbelés, peut-être un peu trop faible. Du côté du Daï, la compagnie possédait 2 autres postes dont Ces 2 postes étaient constitués, le plus petit d'une section de partisans commandée par un sous-officier et l'autre plus important de garnison mixte africain et partisan. Le chef de poste était un officier. Pendant un bon moment, aucun incident. Les ennuis ont commencé. Nous étions en train de renforcer les barbelés du côté du Daï lorsqu'une rafale d'armes automatiques, un fusil mitrailleur apparemment, nous a pris pour cible. Tout le monde s'est précipité à l'intérieur du béton du poste, mais moi j'étais resté sous les barbelés parce que j'étais en train de renforcer avec des liens de fil de fer les barbelés en dessous du réseau. J'ai fait le mort, j'ai attendu que ça se passe. Les copains croyaient que j'avais été touché, mais non. Quand ils m'ont sorti, quand je suis sorti de là-dessus, ils m'ont dit « Ouf, te voilà, toi, bah, t'as pas fini encore de nous raconter les histoires. » Alors. Pour continuer ces travaux de renforcement du réseau, nous avons mis, cette fois-ci, un fusil mitrailleur en batterie, de façon à pouvoir être prêt à répondre. Début mars, un commando est venu renforcer notre poste, commandé par un adjudant parachutiste, le commando 25. Il était constitué d'une demi-douzaine de parachutistes et de partisans, une quarantaine si je me souviens bien. Un jour de mars, une liaison a lieu vers le poste tenu par le lieutenant avec le 4x4 de la compagnie. Au retour,
Le 4x4, au retour du ravitaillement du poste, le 4x4 saute sur une mine. Une roue d'esquinté. Ce n'était pas une roue, ce n'était pas une roue à véhicule, ce devait être une mine antipersonnelle et non pas une mine anti-véhicule, parce qu'il y avait juste le pneu qui était déchiré. Nous nous en sommes aperçus parce que le commandant de compagnie qui avait succédé au capitaine Potier avait considéré le véhicule comme perdu. Il avait passé le message. Et puis, en fin de compte, le véhicule a été récupéré de la façon suivante. Il y avait le radio du commando 25, qui se surnommait Bouboule. J'ai dit, Bouboule, tu demandes à ton patron, on va prendre le 6-6, on va récupérer le 4x4. Alors, 6 et 4, ça fait combien, ça? Bon, alors voilà. Nous sommes partis avec une douzaine de soldats africains, et avec le 6-6, arrivés sur place, nous avons le 6-6 a fait demi-tour sur la digue, ce qui n'est pas évident, mais Bouboule c'était un très bon chauffeur. Et nous l'avons mis devant le 4x4, on a démonté la roue et les Viettes nous ont allumés. J'avais placé mon groupe de bons hommes en protection et nous avons réussi à changer la roue du 4x4 et à l'atteler derrière le 6-6 pour le ramener au poste. De toute façon, les Viettes continuaient à tirer. Il fallait que j'embarque mes hommes, moi. Alors, j'ai dit à Bouboule, tu roules doucement. Les bonhommes vont monter un par un dans le 6-6, mais fais attention, roule doucement. Il ne faut pas qu'ils montent tous en même temps parce qu'on va se faire canarder sérieusement. Alors, au fur et à mesure qu'on avançait, hop, chaque bûche devant lequel passait le bahut, on le montait dans le 4x4, dans le 6-6. Et nous sommes rentrés au poste. En arrivant là-bas, on voit le commandant de compagnie, puis un peu narquois, je lui dis « Hé, il est récupéré votre 4x4 !» Ça ne lui a pas plu, mais tant pis. J'ai dit « Maintenant, vous pouvez passer le message comme quoi le 4x4 a été récupéré. » Il n'a pas dit qu'il l'avait récupéré. Qui est-ce qui l'avait récupéré? C'est ça, il m'a fait un tour de... Bon, enfin bref. Bon. Le 8 avril 1953, le poste du sergent qui commandait est attaqué, un petit poste qui s'appelait Horton, est attaqué par les Viettes, suite à la trahison probable d'un partisan qui a ouvert la porte aux Viettes. Toute la garnison a été massacrée, sauf un, qui a rejoint le poste de Diallo, on ne sait comment, avec son fusil mitrailleur. Mais le poste a été littéralement rasé par les Viettes, le 6 avril 1953. Et alors, le lendemain, le 9 avril 1953, un fort effectif du poste de Fionquet s'est dirigé vers le poste qui venait d'être attaqué. Et de l'autre côté venait d'Hanoï une formation blindée. Les Viet Minh étaient toujours dans le secteur. Il y a eu un carnage abominable. Nous avons perdu des hommes à ce 9 mai 1953 et l'officier qui commandait le détachement de chars a été tué. Je ne donne pas son nom parce que je sais que... Bon, enfin... Le 17 avril, c'était notre tour d'être attaqué par les Viettes. Une sentinelle avait signalé qu'il avait entendu des bruits métalliques dans les barbelés. C'était les Viettes qui coupaient les barbelés. Nous avons passé un message à Hanoï. Des avions sont venus, des avions Lucioles qu'on appelle ça. Ils envoyaient des projectiles éclairants. On n'a rien vu. On voyait pas. Les Viettes étaient bien camouflés. Hein. Si c'était de l'herbe, ils avaient des filets tressés avec de l'herbe piquée dessus. Vous ne pouviez rien voir. Bon, alors, après ça, vers 11h du soir, ça commence à canarder. Les Viettes commencent à attaquer.
nous avons tous rejoint en vitesse nos emplacements de combat. Moi, j'avais un mortier de 81. Alors, un mortier de 81, c'est une arme à tir courbe à auto-percussion. C'est-à-dire que c'est un tube avec une plaque de base. Au fond du tube, il y a un percuteur. Après, en haut, il y a un trépied, un bipied, avec un dispositif de pointage. Pointage et dérive, hein, avec des bulles et tout ça. C'est pas facile à régler, mais enfin, quand on est bien entraîné, ça va assez vite. Alors, cette nuit du 17 au 18 août m'a été fatale. J'ai tiré tous mes obus de mortier de 81. J'avais plus de munitions. Et j'avais un copain, là, un sergent aussi, qui me dit, dis donc, il y a un mortier de 60 abandonné, là, sur la terrasse à côté de la tour radio. Il y avait un mortier qui était effectivement couché, un de 60 mm, et les servants avaient été mis tous hors de combat. Il y avait 5 bonhommes de... Alors, la tour avait été déjà démolie à coups de canon, parce que les Viettes avaient des canons de 57 centimes, ce que nous n'avions pas, nous autres. Hein? Et ils ont démoli la tour. J'ai ramassé le mortier, je l'ai mis en batterie. Il y a mon camarade qui me dit, dis donc, les Viettes montent. À côté du mortier, il y avait une caisse de grenades. Lui, il tirait avec un pistolet mitrailleur, mais il avait des balles traceuses dedans, il s'est fait repérer. Je prends une grenade, je la dégoupille. Au moment où je la jette, je suis touché. À la jambe gauche et à la cage thoracique. Ça fait mal, hein, j'aime autant vous le dire. J'avais dégoupillé la grenade. Et sous la douleur, ça m'a fait crier. J'ai lâché la cuillère, la grenade va fuser. J'ai eu juste le temps de la balancer. Et vous savez comment elle a explosé? Elle a explosé au ras de la tête du Viet qui montait sur le blocos. Il faut le faire, hein. Alors, mon camarade m'a ramassé. Il m'a fait descendre tant bien que mal de la terrasse. Il m'a allongé sur un lit de camp, là, un lit en toile, vous connaissez ça, là, c'est les pliants, là. Et puis, il m'a couché là-dessus. Je lui ai dit, tu vas armer mon pistolet mitrailleur. Je ne pouvais plus me servir du bras gauche. Hein, rien du tout. Et puis, j'ai dit, tu me le mets sur le ventre. J'espérais qu'un Viet rentre là-dedans, et puis, j'y serais passé aussi. Hein. Bien, alors, je ne sais pas si je me suis évanoui, ou si j'ai dormi sur ce lit de camp. Tant et si bien que lorsque l'hélicoptère est venu me chercher vers 2 heures de l'après-midi, lorsqu'ils m'ont soulevé, j'avais percé la toile du lit de camp avec mon sang. Ils m'ont mis dans l'hélicoptère. En arrivant à Hanoï, l'hélicoptère, le brancard de l'hélicoptère était percé aussi. Je suis arrivé à l'hôpital d'Hanoï, j'avais presque atteint la dose létale. Vous savez ce que c'est qu'une dose létale? La dose létale, c'est qu'on arrive à perdre tout son sang. Ou une bonne partie, et ça fait mourir. Le sang, il n'y a plus de sang qui circule dans les vaisseaux. C'est ça, madame? Je crois, monsieur. Ah, voilà, je vous remercie de m'approuver. Alors, je me suis payé 1 mois et quelques jours d'hôpital à Hanoï, où on m'a opéré 2 fois. Hein, une fois la cuisse percée, transpercée, l'éclat est rentré d'un côté, il est ressorti de l'autre. Et la gangrène commençait à s'installer. Si bien ils ont taillé dans le beefsteak, comme on dit vulgairement, et ils m'ont opéré comme ça, puis à la cage thoracique. Alors, la cage thoracique, c'est pareil, l'éclat est rentré un peu derrière, parce que le projectile est tombé un peu en arrière. Alors, ils m'ont fauché un bout d'omoplate, et puis m'est rentré entre 2 côtes. Alors, il y avait un morceau d'éclat qui était long comme le petit doigt, il y avait la moitié dehors, la moitié dedans. Là, le bout de l'omoplate l'a freiné. Mais le poumon avait été un petit peu chatouillé. Bon, alors, et puis je suis sorti au bout d'1 mois et 8 jours, 15 jours d'hôpital. Et puis, inapte opérationnel, ben, j'ai passé mon temps à aller à la pêche.
derrière le poste, il y avait une grande pièce d'eau, et puis hop. Et puis après, j'ai recommencé à sortir, en patrouille et tout, j'étais pas guéri pour autant. J'ai été blessé debout. Je ne me couchais jamais. C'est comme ça. Et j'aurais été, par exemple, à genoux, je prenais tout dans la figure. Hein. Je ne serais pas là aujourd'hui. Bien. Et alors, après j'ai continué. Après comment dirais-je, les sorties d'ouverture de route et tout ça. Et puis un jour, il y a l'ouverture de route. La poêle à frire, là, c'est le détecteur de mine. Hé, sergent, viens voir, il y a quelque chose là. Bon, j'approche. Je fais dégager tous mes gars, je reste tout seul sur la route. Elle tourne. Une mine. On commence à fouiller, barbouiller, tartouiller autour. Il y avait des camions qui attendaient derrière pour aller sur Namdine, Fouli, Namdine, des postes qui a vocation stratégique. Et j'ai enlevé la mine. J'ai fait un petit peu le tour parce qu'il y a des alvéoles de piégeage, et si vous ne faites pas attention, adieu la valise, vous partez avec. Bien, alors il n'y avait rien, j'ai enlevé la mine à la main comme ça, puis je suis rentré au poste. Et j'aime autant vous dire que je me suis fait remonter des bretelles, comme on dit familièrement, par mon commandant de compagnie. Ça ne va pas chez toi, il dit, tu te ramènes avec une mine à la main comme ça? Ben, il dit, oui, il n'y avait pas de piège, je l'ai prise comme ça. Je dis, ça va pas? Il dit, si, ça va très bien, je suis en bonne santé. Tout au moins pour l'instant, ça va peut-être revenir, les pépins. Il a commencé, bon, ben, c'est tout, il a dit, celui-là, il n'y a rien à dire à ce type-là, c'est fini, c'est terminé. Bon, et puis après, la petite vie comme ça a continué, avec toutes ces ouvertures de route et tout le... Ah, encore un autre truc. J'ai été détaché un jour dans un petit poste qui s'appelait Collieux, sur les bords du fleuve Rouge. Alors, je vais raconter une histoire qui aurait dû mal finir. Alors, bon, un matin, petit poste comme ça, sur le bord auprès du fleuve Rouge, et je grimpe sur une terrasse où il y avait un blocos avec une mitrailleuse lourde américaine, une 12-7, 12 mm 7. Ça fait, calibre américain, un pouce à 2,54, la moitié, ça fait 12,7, hein, c'est bien ça. Bon, avec une paire de jumelles. Et puis, un peu plus loin, il y avait une baraque, une maison avec des endures abandonnées. Et je vois deux bons hommes en haut, au-dessus de l'arête du toit. Je dis, bon sang, qu'est-ce qu'ils foutent là, c'est là. Tant que je sorte la mitrailleuse, hop, ils regardaient le poste. Je les ai attendus 8 jours. Je sortais la mitrailleuse au petit jour. J'avais calculé la distance sur la carte. Il y avait 700 mètres. J'ai réglé la hausse de la mitrailleuse aux lourdes à 700 mètres et j'ai pointé légèrement en dessous de l'arête du toit. Parce que si on pointe juste au-dessus de l'arête du toit, la courbe passe au-dessus. Tandis que si on tire un peu en dessous de la route du toit, on a des chances de toucher les deux hommes. Bien, alors j'installe la mitrailleuse tous les matins pendant 8 jours. Au bout de 8 jours, les voilà qui réapparaissent. La mitrailleuse était armée, j'avais plus qu'à appuyer sur la détente. Mes 2 gars ont descendu, je ne sais pas si je les ai touchés. Bon, et puis j'avais un copain dans ce poste-là. Lui, il aimait bien toucher les mines, lui. Et déminer, il aimait ça. Mais moi, c'était faire sauter tout le bazar avec des explosifs. Alors, il me dit, dis donc, hey, on y va? Je dis où? Je dis là-bas, tu ne vas pas le faire sauter ton bazar? Ah ben dis, si, on va y aller cet après-midi, tiens. Alors nous voilà partis, moi avec une dizaine de pains d'1 kilo de mélinite, Mechelon, cordeau détonnant, détonateur dans la poche du treillis, parce que si on mélange tout, ça risque de péter. Bon, alors nous voilà partis, et je place mes charges dans la 10 kilos de mélinite d'1 kilo, 10 pains de mélinite d'1 kilo, et puis je place ça là-dedans pour faire sauter la toiture. La toiture se décolle, et puis elle dégringole.
Alors, je place mes chats, je mets la mèche lente, je place tout était prêt. Je fumais à l'époque. Je boute le feu avec la cigarette. Après, à la mèche, mon copain qui me crie « Les Viettes !» J'attrape mon poignard, je coupe la mèche, puis je la retourne. Pour raccourcir le délai de parcours de la mèche lente au pétard relais et au cordeau détonnant. Alors, je suis sorti de là-dedans en vitesse, mais ça n'empêche que le bazar m'a pété au derrière. Genre, je vais retrouver mon copain, et puis, à un moment, les Viettes tirent. Alors lui, il se m'applavante derrière une petite bite qui était un peu plus haute que le casque, là. Alors, bon, j'arrive, j'étais à côté de lui, moi, j'étais à droite de lui, derrière une haie de bananier. Il dit, t'es touché? Non, il me dit, mais il me tire dessus. Je regarde devant moi, et je vois, il y avait un créneau, j'avais un blocos bien camouflé. Je regarde devant moi, je dis, bon sang, il y a un blocos, là. J'avais une carabine automatique américaine. Je tire dans le blocos, là, l'autre imbécile d'en face, il me coupe les feuilles de bananier au-dessus de la tête. Bon, ben, je dis, ouais, j'ai compris. Ouais, c'est un temps, hein? Alors là, il faut pas perdre son sang-froid. J'ai dit à mon pote, alors, il peut pas bouger. Bon, je dis, je vais te chercher, moi. Mais derrière lui, il y avait une petite descente comme ça. J'ai dit, tu t'allonges, je te tire par les chevilles et tu descends. Alors, bon, d'accord, il s'est allongé. J'ai tiré par les chevilles, puis il est descendu tous les deux dans le trou. Et là, j'en ai profité pour dire, envoyez la fumée. Avec un poste radio, j'avais un poste radio. Et les obus sont tombés, les obus fumigènes sont tombés entre les Viettes et nous. Alors là, j'aime autant vous dire que c'était vite fait pour rentrer au poste. Hein. En arrivant au poste, j'ouvre la musette, je fais tout juste si je ne me suis pas baptisé, parce que j'avais mis les détonateurs avec les explosifs qui restaient. Une bastos là-dedans, puis il n'y avait plus de bonhomme. C'était terminé. Ouais. Voilà, des fois on fait des bêtises comme ça. Hein. Alors, nous contrôlions dans ce poste la navigation sur le fleuve Rouge. On arrêtait les bateaux qui flottaient, des civils puis on les contrôlait. Puis un jour, il y en a un qui ne voulait pas s'arrêter. J'ai pris une mitrailleuse légère, des mises en batterie, et j'ai tiré devant l'étrave du bateau. Et sitôt qu'il essayait de se sauver, je tirais encore devant. Je l'ai amené jusque la berge à coup de mitrailleuse. Et là, j'aime autant vous dire qu'on l'a épluché. Hein. Et puis, mon camarade, là, un jour, il se rend au beaching, l'endroit où les bateaux accostaient, et l'un de ces hommes qui enfonce ses pieds dans la terre. Et en définitive, c'était un trou camouflé, et dessous, il y avait un Viette. Un Viette qui était camouflé là-dedans. Et le gars, quand il a enfoncé son pied dedans, il a tiré. Les autres qui avaient la même planque dans des trous, ils sont sortis. Et les gars qui allaient au contrôle au beaching, ils ont fait du tir au pigeon. Les gars, ils sont giclés des trous, parce que pour eux, un coup de feu, c'était le signal pour sortir. Alors, c'était un gars de chez nous qui avait tiré dans le trou pour descendre le gars qui était en dessous. Ouais. C'était un terrain plat, on ne voyait rien. On n'aurait pas pu savoir qu'il y avait une embuscade dans ce coin-là si l'autre n'avait pas tiré dans le... Ça, c'était encore un coup du sort. Bon, et puis un jour, on a certainement su qu'on allait se faire étriller par les Viettes. La marine est venue nous chercher. Et le génie qui est venu en force avec 2 ou 3 bataillons, ils ont fait sauter le poste et nous sommes rentrés au PC à tir. Ah, je vais vous raconter une histoire un peu cocasse. Ça vous plaît? On a terminé là, je crois. Oui. Bien. Alors,
en rentrant, il y a de formé du côté d'Hanoï, ils avaient formé un bataillon un peu hétéroclite où il y avait des Marocains, des Algériens et puis quelques Africains. Et moi, j'étais dans une section lourde où il y avait les mortiers, les mitrailleuses, commandées par un adjudant-chef. Alors un jour, on va au repos. L'adjudant-chef, il se pointe avec un paquet. Il me dit, Potion, on a touché du café en grain. Ah. Il me dit, comment on va faire pour faire du café? Il dit, c'est pas difficile. Et je sors mon casque, puis il dit, mettez-le là-dedans. Ah bon? Le casque américain, le casque lourd. Il met le café là-dedans. Je sors un chargeur de mitraillette, puis je commence à piquer le café, à piler le café. Et puis alors, comme j'avais l'habitude de mettre un peu de graisse sur la première balle, dans ma première cartouche, pour tirer, là la cartouche qui fout le camp, qui tombe dans le café, bon, je dis ça va, on l'a essuyé, je l'ai mis dans ma poche, et il faut que j'arrête ça, je vais mettre les pouces pour le retenir, parce que tout le chargeur va passer dans le café. Bien, alors une fois que ça a été fait, j'ai attrapé mon vieux casque tout noir de fumée qui était sur mon casque, mis ça sur 3 pierres, puis j'ai fait bouillir de l'eau. Ouais, le Jean-Chef, il dit, comment vous allez faire le café, vous? Ben, il dit, c'est pas difficile, je vais faire comme les vieilles bonnes femmes dans le temps, il dit. Et elles font bouillir le café, puis une fois qu'il bout, elles l'enlèvent du feu, elles mettent le marc dedans, puis elles le couvrent. Quand le marc est au fond, le café est fait. J'ai fait comme ça. Alors, le casque sur 3 pierres, bien, est en train de bouillir. On met les barres de café grossièrement écrasées, bien sûr, avec mon chargeur, mais c'était efficace quand même. Et puis je dégage le feu, des feuilles de bananier dessus, et puis 2-3 morceaux de bambou pour pas que ça s'envole. Vous allez voir, quand le mar va descendre, vous allez boire du café. Alors, et puis, alors il prend son quart, puis hey, doucement, sinon vous allez avoir à boire et à manger dans votre corps. Hein. Alors, hop, j'ai attrapé ça tout de suite. Ah ben dis donc, il est bon votre jus. Ben, je dis bien sûr, c'est comme ça qu'on fait du café dans les campagnes. Alors voilà, un truc comme ça. C'est ingénieux, non? Bon, il doit y en avoir sur le dessus. À moins qu'il y en ait une autre encore qui surlisse, là. Mais... Vous venez de voir un peu comment on fait l'histoire. On part d'un témoignage, on doit arriver à quelque chose qui figure dans vos manuels. Ça suppose qu'on le passe au filtre, au tamis, qu'on recoupe, qu'on trouve la confirmation d'un certain nombre d'événements. Alors pour en finir sur l'Indochine, en repartant des témoignages là, que vous venez d'entendre, vous voyez la difficulté, non seulement les épreuves physiques, arriver à quasiment perdre ses 5 litres de sang et finir à l'état de cadavre et récupérer in extremis par un hélicoptère, c'est quand même quelque chose qui marque un homme. Vous avez les épreuves morales, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure. Vous avez le problème des rapports avec la population qui se partagent exactement comme a évolué la société française entre 40 et 45. On passe d'une obédience à l'autre, d'une opinion à l'autre, on tient compte des rapports de force. Et quand c'est votre sécurité qui est en jeu à partir des analyses de comportement que vous faites, c'est une difficulté supplémentaire. Pour employer un mot très affectionné par votre génération, c'est un stress de plus. Et donc, 8 ans de guerre qui se terminent dans une situation extraordinairement tendue. Pour essayer de sauver le camp Dien Bien Phu, on a rêvé à un moment d'une intervention de l'aviation états-unienne. Certains ont même évoqué l'utilisation de l'arme nucléaire. Tout cela, finalement, n'a été que du remue-ménage qui n'a abouti sur rien. Et les accords de Genève mettent un terme à une guerre, ce qui oblige à se poser la question, comment se fait-il que la France soit allée jusqu'à cette situation? Ça tient, je pense, à plusieurs choses. À l'inverse des Britanniques, la France a fait le choix de penser, et là elle s'est trompée, que la colonisation était une situation définitive. Elle a pourtant été mise en garde par un homme comme Lyautey qui avait prévenu que la colonisation était une situation temporaire qui un jour prendrait fin, que le protecteur serait obligé de se séparer de son protégé qui souhaiterait retrouver sa souveraineté. Est-ce que c'est notre vieux fonds paysan qui fait que lorsque l'on est propriétaire d'une terre, on ne la lâche pas? Je vous rappelle que si le remembrement a été si long à faire dans notre pays, c'est parce qu'annoncer à un paysan qu'il va devoir donner cette parcelle à son voisin,
alors que son arrière-grand-père a tout fait pour que le voisin, l'arrière-grand-père du voisin ne l'ait pas. C'est un obstacle absolument impossible à effacer dans une opération de remembrement. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas toujours fini dans toutes les communes de France. Et donc, en s'accrochant au territoire colonial, elle s'est mise dans une impasse. Il y a, me semble-t-il, une deuxième raison. Quand en 1945, le gouvernement britannique annonce à l'opinion britannique qu'il va falloir donner son indépendance à l'Inde, ça ne fait pas spécialement plaisir aux Britanniques, mais qui n'ont jamais eu l'intention de faire d'un Indien un Anglais. Car un Anglais est tellement particulier qu'aucun autre peuple ne peut devenir Anglais. Ils n'ont même pas essayé de faire des Écossais des Anglais. Donc ils n'ont jamais essayé de le faire des Indiens. De surcroît, on dit à l'anglais, on va donner l'indépendance à l'Inde parce que l'Inde représente encore 60% de notre commerce extérieur et de nos intérêts économiques et qu'on n'a pas intérêt à la perdre. L'anglais est un marchand. 60% de ses intérêts économiques et de son commerce, il sait ce que ça veut dire. Enfin, et à mon avis surtout, l'anglais n'a aucun problème psychologique quant à son honneur, sa dignité et la façon dont il se regarde tous les matins dans la glace. Il sort d'une Seconde Guerre mondiale dans laquelle, pour reprendre leur formule, il a fait le job. Nous sortons d'une Seconde Guerre mondiale dans laquelle on a pris une raclée comme on n'en avait jamais prise. En 1940, il n'y a plus de France. Il y a 5 morceaux dont on ne sait pas ce qu'ils deviendront à l'issue de la guerre. Car le truc qui vient de se mettre en route doit durer 1000 ans s'il réussit. Et donc il faudra bien à un moment donner un statut à la France. On a été libéré en 1945, mais on a très mal vécu dans le monde politique et militaire que ce soit les autres qui aient libéré la France. Je vous rappelle que jamais le général de Gaulle n'a honoré le commandant Kieffer d'une seule visite. Les membres du commandant Kieffer, du moins ceux qui étaient encore vivants, ont attendu les années 2000 pour se voir attribuer la Légion d'honneur. Quand vous avez débarqué le 6 juin 1944, ils avaient simplement commis un crime. Ils avaient débarqué sous uniforme britannique et ils avaient suivi l'entraînement des commandos britanniques. Ce qui, aux yeux de Charles le Seul, était quelque chose d'absolument insupportable. Demander à ces responsables politiques et militaires de faire une croix sur l'Indochine, c'était véritablement au-dessus de leurs forces. Sans compter tout ce que j'ai analysé tout à l'heure et qui explique les conditions assez calamiteuses dans lesquelles nous avons laissé cette guerre s'enclencher. Quant à l'opinion publique, elle est victime d'un discours, mais dont elle n'a jamais tenu véritablement à le vérifier. Je terminerai sur une dernière citation. Assimiler, puisque la colonisation française avait pour objectif d'assimiler les peuples colonisés. Assimiler pour le gouvernement, c'est soumettre le colonisé. Pour le colon, c'est obtenir des privilèges exclusifs de citoyens français pour mieux dominer. Pour l'opinion métropolitaine, c'est offrir la civilisation avec tous ses avantages aux indigènes. Triple langage, triple ambiguïté, triple abîme. C'est une citation de Victor Hugo. Je trouve que ça résume parfaitement l'ambiguïté dans laquelle nous nous engageons au moment de la colonisation du XIXe siècle et dont nous n'avons jamais pu et jamais su sortir. Ce qui est dramatique, c'est que les accords de Genève de 1954, qui mettent un terme à la guerre d'Indochine, non pas comme on l'écrit en partageant le Vietnam, puisque le partage n'était prévu que pour 2 ans maximum, le temps d'organiser des élections libres et légales. C'est parce que ces élections n'ont jamais été organisées que le Vietnam est resté partagé et que la guerre a repris sous la houlette américaine. La même année où les accords de Genève mettent un terme à la guerre d'Algérie éclate parce qu'on n'a pas su davantage gérer la colonie algérienne et qu'on voit très bien que l'armée n'a même pas eu le temps véritablement de s'adapter, puisque quand vous reprenez les enregistrements des échanges radio au tout début de la guerre d'Indochine, une unité annonce qu'elle vient d'accrocher des Viettes et qu'elle est en train de poursuivre des Viettes, alors qu'en fait elle vient d'accrocher des Fels et elle est en train de poursuivre des Fels. Mais le bipède a besoin d'un certain temps pour réussir à s'adapter à un contexte tout à fait nouveau.
Alors, j'espère, 1, que nous n'avons pas été trop longs, 2, que nous n'avons pas été trop lassants, et 3, que vous avez un peu mieux compris à la fois ce qu'est cette composante de l'histoire de France et d'une certaine manière, comment on fait l'histoire. Merci. Merci beaucoup. Merci aux jeunes. Je crois que vous avez matière pour un long moment à réflexion là, dans ce que vous avez entendu. Merci. Bonne journée.